En novembre 1932, le candidat démocrate, Franklin Delano Roosevelt, est élu président des États-Unis contre le sortant républicain conservateur Herbert Hoover, à l'apogée d'une crise économique sans précédent provoquée par l'effondrement financier de 1929. À ce moment-là, sa victoire apparaît encore comme le sursaut d'une opinion en proie au désespoir, cherchant tout d'abord à sanctionner une équipe sortante incapable de combattre efficacement la crise. 4 ans plus tard, en 1936, Roosevelt bénéficie d'une réélection triomphale. Plus de 60% des Américains assurent le succès d'un véritable plébiscite en faveur de sa politique de redressement économique et social, le New Deal. À partir de cette victoire éclatante, Roosevelt engage la mutation de la société américaine et de sa politique aussi bien intérieure qu'extérieure de manière irréversible. Le bouleversement ainsi apporté va entraîner les États-Unis à incarner aux yeux du monde la véritable alternative démocratique globale aux systèmes dictatoriaux de la vieille Europe et de l'Asie. Il va aussi les conduire inexorablement vers la guerre avec ces régimes hostiles que la République américaine remportera de manière éclatante en 1945 sur l'Allemagne et le Japon. Pourtant, le début de cet immense soulèvement du monde démocratique serait incompréhensible sans référence à cette victoire stratégique du rooseveltisme qui intervient au cours de l'année 1936. C'est cette victoire qui commande tout. Pour la comprendre, il nous faut tout d'abord faire retour sur le candidat président Franklin Delano Roosevelt. Son équation personnelle est en effet décisive dans son succès. Qui est le candidat Roosevelt? Son nom était déjà fort célèbre grâce à son cousin Théodore, président des États-Unis de 1901 à 1909. Sa carrière ressemble d'ailleurs étrangement à celle de son parent. Comme ce dernier, il est ministre de la Marine, comme lui encore, il est élu gouverneur de l'État de New York et y entreprend de grandes réformes en devenant l'ami des syndicats ouvriers. Comme son illustre devancier enfin, il doit lutter contre une santé défaillante, ici la poliomyélite, qu'il attaque en plein âge adulte en 1921. Il lui restait à se faire un prénom. Le bon moyen aura été de choisir le Parti démocrate lorsque Théodore dominait le Parti républicain de la Belle Époque. Mais il est vrai aussi que la situation de l'Amérique en 1932 n'a plus rien à voir avec celle qu'a connue Théodore en son temps. Elle est tout simplement catastrophique. Le système financier s'est effondré depuis 3 ans, les banques connaissent des faillites en chaîne, la déflation, baisse des prix, des profits et de l'activité s'aggrave quasiment d'heure en heure. La faillite n'est plus celle d'un homme, Hoover, ou d'une politique, celle de la droite du Parti républicain à donner au laisser-faire, c'est devenu celle de tout un système. La critique rigoureuse de Franklin Roosevelt permet alors au mécontentement de s'exprimer sans pour autant verser dans la révolution totalitaire comme elle se déroule simultanément et pour les mêmes raisons de fond en Allemagne. À son arrivée au pouvoir, le nouveau président bénéficie donc d'un mandat très large pour changer la société américaine. Que va-t-il en faire? Roosevelt, d'emblée, prend une option volontariste visant à redonner confiance aux investisseurs comme aux consommateurs. Son activisme, parfois boulimique, n'aura pas toujours des effets miraculeux, mais dans plusieurs secteurs, il enraye la catastrophe et permet un réamorçage. Loi sur les banques contre la spéculation, loi sur l'aide à l'agriculture pour soutenir ses prix, mise en œuvre de grands chantiers de travaux publics et même première intervention directe de l'État dans l'économie avec l'autorité de la vallée du Tennessee. Enfin, dévaluation franche du dollar pour libérer l'économie de l'étouffement par des taux d'intérêt trop élevés. Ces mesures vont toutes dans le sens d'une activité beaucoup plus grande de l'État américain qui est sans précédent dans l'histoire de ce pays. Dès la seconde moitié de 1933, la reprise commence, bien qu'elle ne soit pas du tout spectaculaire. Mais l'opinion a le sentiment que les pouvoirs publics, maintenant, ont mis en œuvre tout ce qu'ils pouvaient mobiliser et surtout que le fardeau de la crise a été plus justement réparti entre capitalistes, salariés et agriculteurs. En un mot, que le New Deal, ce nouveau contrat entre le peuple américain et sa République, fonctionne effectivement. Ce mouvement d'espoir est le grand succès des 4 premières années Roosevelt. Un roman, celui de John Steinbeck, Les raisins de la colère, le film Quand ira John Ford, symbolisent parfaitement ce nouveau climat d'adhésion populaire. Or, parallèlement, le New Deal provoque une opposition de plus en plus véhémente des forces conservatrices. Celles-ci reprochent à Roosevelt de pratiquer un socialisme rampant qui tuera à terme la liberté d'entreprise. Ils ont le soutien de la majorité des juges fort réactionnaires de la Cour suprême qui annulent coup sur coup, fin 1935
Et début 1936, deux des lois les plus importantes du New Deal, l'Agricultural Adjustment Act, la loi de l'agriculture, et la loi instituant les grands travaux. L'année électorale de 1936 se présente donc comme celle d'un affrontement sans précédent entre conservatisme et mouvement pour la première fois depuis Abraham Lincoln en 1860. L'opposition à Roosevelt rassemble non seulement les républicains conservateurs, mais avec eux beaucoup de démocrates du Sud, les chantres de la libre entreprise et les isolationnistes traditionnels inquiets de l'antifascisme explicite du président. En face, on trouve les communistes, la majorité des socialistes américains qui sont alors à l'apogée de leur influence militante, les syndicats ouvriers et les associations d'agriculteurs, enfin les républicains progressistes tels que le maire de New York, Fiorello LaGuardia. Le marxisme n'a jamais eu de véritable audience aux États-Unis, mais à New York, en Californie, sur les campus et dans les usines, il a fait des adeptes. Laissés à eux-mêmes, les militants de cette gauche marxiste sont relativement impuissants. Mais insérés dans la dynamique rooseveltienne, ils insufflent une force considérable à la campagne de réélection du président. Alors qu'Hitler et Mussolini triomphent de l'autre côté de l'Atlantique, que les vieilles démocraties conservatrices de l'Europe s'effritent peu à peu, les Américains sont fiers de leur président qui réinvente un modèle original de démocratie. Ce précipité chimique entre un État fédéral réformateur et des noyaux militants classiques va entraîner une réaction spectaculaire dans la classe ouvrière qui reprend confiance en elle-même à mesure que le chômage recule peu à peu. L'inaction face à la crise du syndicat traditionnel, l'AFL, lui a fait perdre son influence et entraîne la création, sur sa gauche, d'une nouvelle organisation syndicale, le Comité pour l'organisation industrielle, ou CIO. Galvanisé par la campagne de Roosevelt et se réclamant explicitement de lui, ce nouveau syndicat va mettre en œuvre, à partir du printemps 1936, une offensive sans précédent dans la grande industrie, dont le point culminant est la grande grève avec occupation des usines automobiles de la région de Detroit. C'est un moment d'agitation syndicale comme l'Amérique n'en a jamais connu jusqu'alors. Même Hollywood, à son tour, se syndiquera avec Actors Equity, la fédération du cinéma du CIO, dont un militant de la gauche du Parti démocrate élu avec l'aide des militants communistes du cinéma, Ronald Reagan, devient vite le patron. Les grandes grèves de 1936 rappellent la France du Front populaire. Mais il y a là une différence de taille. Les ouvriers américains, qui ne veulent pas changer de système, mais seulement le réformer, jouissent de l'appui d'une forte majorité de l'opinion et du soutien implicite du président. En novembre 1936, Roosevelt est réélu avec une majorité extrêmement renforcée, 27 751 841 voix, représentant 60,80% des suffrages. Au lendemain de ce triomphe, l'axe de la politique américaine s'est vigoureusement déplacé à gauche. Les salariés soldent à l'ancienne classe dirigeante les comptes de la dépression. Beaucoup créditent alors Roosevelt du projet de fusionner dans un nouveau parti progressiste socialisant toutes les composantes de sa nouvelle majorité et de donner ainsi un nouvel assaut à la citadelle du conservatisme qu'est la Cour suprême, sur laquelle la droite grande perdante va se replier. Pourtant, il n'en sera rien. Après 1936, le réformisme rooseveltien s'apaise au contraire. Pourquoi ? Certes, Roosevelt essaie bien, dans le courant de l'année 1937, de renier certains des pouvoirs d'une Cour suprême qui a annulé ses principales lois. Mais il en sera empêché par la conjonction de deux phénomènes. La montée des tensions internationales pendant toute l'année 1937 et la rechute de l'économie américaine en 1938. L'agression japonaise en Chine, en juillet 1937, déstabilise en effet tout l'ordre international dans le Pacifique. En autorisant un général américain, Joe Stilwell, et une unité aérienne de volontaires, les Tigres volants, à participer à la guerre du côté chinois, Roosevelt va aussi loin qu'il le peut dans la pression sur le Japon impérial. Face à Hitler et à Mussolini, sa tâche est plus délicate encore. Pour réaliser ces nouveaux objectifs de politique étrangère, il lui faut néanmoins changer d'alliance. Une partie substantielle de la gauche américaine est en effet pacifiste et isolationniste. Une partie de la droite, anglophile et soucieuse de la puissance du pays, approuve son antifascisme militant. Il lui faudra donc en contrepartie renoncer à réformer la Cour suprême. La violente crise économique de 1938, brève rechute de 1930,
achève de déstabiliser sa politique et le contraint à une pause au moment des plus grandes tensions européennes. Il faudra paradoxalement la reprise non moins brutale de l'économie, dopée par les commandes militaires, à partir de la seconde moitié de 1939, pour redonner au président ses marges. Pourtant, aussi chaotique dans le détail qu'ait pu être la mise en place de la politique anticrise à l'intérieur et de la diplomatie antifasciste à l'extérieur, Roosevelt aura, dès 1936, gagné la partie contre l'Amérique conservatrice. C'est en effet durant cette année décisive que se mettent en place les institutions et les hommes qui façonneront l'Amérique moderne. Cette démocratie sociale à l'américaine fera des États-Unis la plus grande puissance du monde. C'est également en 1936, aussi étonnant que cela puisse paraître, qu'Hitler a perdu la partie. Car si Roosevelt n'avait pas été réélu si triomphalement, jamais il n'aurait pu mener 2 ans plus tard le combat à l'intérieur contre les partisans de Munich et au dehors contre les nazis et leurs alliés. C'est cette Amérique ainsi rééquilibrée qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est elle encore qui gagnera la guerre froide. New York est sa véritable capitale. Les syndicats, les grandes universités, le gouvernement fédéral y équilibrent pendant 30 ans le pouvoir de l'argent. Il ne faudra pas moins que la guerre du Vietnam et la grande inflation des années 60 pour interrompre peu à peu cette logique démocratique de la réforme rooseveltienne. Mais 30 ans de stabilité au cœur du XXe siècle, c'était déjà beaucoup pour l'avenir de la liberté.